Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VECA en partenariat avec SMAC l'assurance, aujourd'hui leader de l'assurance des collectivités territoriales. En complément de ces contrats d'assurance, elle développe une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. Et cette SMAC l'assurance parraine un cycle de plusieurs web-conférences, dont celle-ci, consacrée aujourd'hui au thème transparence de la vie publique, avancée et défiance. Alors pourquoi ce titre? C'est un fait, la culture de la transparence en matière de vie publique a connu d'immenses progrès et avancées en France depuis la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui a d'ailleurs vu ses prérogatives renforcées en matière de déontologie avec la loi de transformation de la fonction publique. Nous reviendrons d'ailleurs sur l'arsenal législatif existant en matière de moralisation de la vie politique, mais cependant, la défiance envers les responsables publics d'une partie des citoyens reste néanmoins de mise. Alors, pourquoi cette réelle incrédulité sur la transparence de la vie publique et le fonctionnement politique d'une collectivité? Comment garantir qu'un élu prenne ses décisions d'abord au regard de l'intérêt public avant l'intérêt politique? L'un des éléments de réponse est-il qu'un maire ou un président d'interco, de département, de région a des pouvoirs finalement assez importants, voire immenses? Les questions sont nombreuses. La réglementation française, particulièrement tatillonne lorsqu'il s'agit de vérifier les risques d'enrichissement personnel des élus et des responsables publics, s'est-elle trompée de combat? Pour répondre à ces questions, et surtout à celles que vous voudrez bien nous poser, deux intervenants que je m'empresse de vous présenter. Jean-François Lanuc, vous êtes fin connaisseur du monde politique local, DGA de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, et notamment entre 2002 et 2020, directeur de cabinet de Gérard Collomb à Lyon et de Roland Ries à Strasbourg. Pierre-Stéphane Ray, vous êtes avocat, associé au cabinet Itinéraire Avocat, dont vous êtes cofondateur, et en charge du pôle droit institutionnel des collectivités locales et coopération intercommunale. Vous êtes un spécialiste du droit des collectivités locales avec une expérience de plus de 25 ans au service des collectivités et des intercos. Et on va commencer par vous, Pierre-Stéphane Ray, sur cette webconférence et sur les avancées qu'a connues la transparence de la vie publique ces dernières années, et peut-être revenir aussi sur les fondamentaux tels que la probité, la confiance et l'exemplarité. Oui, donc c'est peu dire effectivement que la transparence de la vie publique a connu ces dernières années, et si on prend une échelle de temps d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, a connu des avancées significatives, et c'est un peu ce que je voudrais commencer à rappeler. D'abord, on a depuis les fins des années 80 adopté toute une série de lois. Alors, moralisation de la vie politique, financement des activités politiques, et donc 88, 90, 93 avec la loi Sapin, 95, 2013, faisant suite à la triste affaire Cahuzac, 2014 et j'aurais dû quand même en faire mention, 2017, car évidemment la majorité d'aujourd'hui, évidemment aussi, s'est inscrit dans ce mouvement. Donc de moralisation et de transparence avec une loi organique, une loi ordinaire pour la confiance dans la vie politique. Donc on a aujourd'hui un arsenal, on va dire, juridique issu donc d'un train de réformes législatives qui est certainement assez contraignant, et on aura l'occasion d'y revenir pour les élus. Et puis évidemment, dans ces avancées, en matière de transparence de la vie publique, une date évidemment importante, c'est la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, autorité administrative indépendante, et qui est notamment et plus spécialement chargée de l'exemplarité des responsables publics au sens large. On pourra éventuellement revenir justement sur les personnes concernées et visées par les modalités de contrôle de cette institution. Alors, quelques mots sur cette haute autorité. Bien sûr, c'est une autorité qui, en définitive, a pris la succession d'une autre instance qui existait, qui était la Commission pour la transparence financière de la vie politique, mais qui a été dotée de moyens tout à fait significatifs, et notamment d'investigation. Elle a notamment, et on aura l'occasion sans doute d'y revenir, pour tâche première, eh bien, de veiller
au respect des obligations de déclaration patrimoniale, de déclaration d'intérêt, précisément qui pèsent et qui concernent un grand nombre de responsables publics, avec un pouvoir d'injonction, la dite autorité pouvant d'ailleurs même être saisie directement par les citoyens ou par un certain nombre d'associations dont l'objet consiste notamment à lutter contre la corruption. On parle souvent d'anticorps ou autre, mais ça n'est évidemment pas la seule. Ce qui est certain, c'est que le citoyen lambda a la capacité d'alerter ou de saisir la dite haute autorité. Alors, juste en deux mots, parce que c'est vrai que cette haute autorité, simplement en termes de fonctionnement, sans rentrer dans le détail, aujourd'hui la haute autorité c'est 12 membres. Alors pourquoi 12 et comment sont nommées ces 12 personnalités? On prend les trois autres juridictions que sont le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour des comptes et les 3 institutions politiques, les 2 chambres et le gouvernement. Et chacune de ces 6 institutions donc nomme un homme et une femme. On a aujourd'hui à la tête de cette autorité administrative indépendante Didier Migaud, l'ancien président de la Cour des comptes, qui a succédé à Jean-Louis Nadal, qui était un haut magistrat. Et on a, en termes de moyens humains, à peu près une 50aine d'agents qui sont chargés précisément de travailler et d'œuvrer pour la mise en œuvre des modalités de contrôle qui sont donc celles fixées par la loi pour ce qui est de cette haute autorité. Alors, déjà une première question sur cette haute autorité qui est de savoir si elle a un pouvoir de sanction. Elle a effectivement un pouvoir de sanction et elle a surtout la capacité de saisir directement les autorités judiciaires si elle constate que dans ses modalités de contrôle, elle observe des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, sachant que dans ses pouvoirs d'investigation, elle a également la faculté de travailler en direct avec les services de la Direction générale des finances publiques, avec les services fiscaux. L'autre question, c'était l'administration fiscale. Et donc, évidemment, un pouvoir d'investigation qui est réel et qui est effectif. Et d'ailleurs, elle en use, encore une fois. Après, évidemment, c'est une autre chose que de saisir les autorités judiciaires en cas de faits qui sont de nature à recevoir une qualification pénale. Mais en tout cas, elle dispose d'un vrai pouvoir d'investigation, notamment par le biais d'une collaboration directe avec les services fiscaux. Alors, revenons sur les fondements que j'évoquais tout à l'heure. Oui, alors c'est vrai que là, nous étions sur les principales avancées. C'est vrai que les fondements, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que l'exigence de probité, elle n'est pas nouvelle, elle est même plutôt ancienne. Et on a noté ici 20 dernières années, mais on pourrait prendre en fait les 30 parce que ça correspond précisément à peu près à la mise en œuvre et à l'adoption de toute une série de mesures qu'on a évoquées tout à l'heure. Ça a démarré, on va dire, fin des années 80, avec notamment la moralisation de la vie politique. Et c'est vrai que quand on parle transparence, on parle forcément aussi financement, notamment des activités politiques. Et donc, c'est vrai que ces 20-30 dernières années, effectivement, l'exigence de probité s'est sans doute accrue, elle s'est renforcée. Et c'est vrai que j'ai voulu ici rappeler quel était quand même le fondement originel finalement de la transparence de la vie publique. C'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclame que la société a le droit de demander compte à tout agent public, alors agent pris au sens évidemment large de son administration. Ce qui est certain, c'est que l'exigence, encore une fois, de probité, c'est à l'évidence accrue au fur et à mesure précisément que l'arsenal juridique lui-même s'est développé. Et il y a aujourd'hui, on va dire, sans doute une culture de l'intégrité qui a eu aussi pour effet, à l'évidence, de faire évoluer nos responsables publics, qu'ils soient locaux ou nationaux, sans nul doute vers plus d'exemplarité que ce que cela pouvait être, on va dire, il y a une trentaine d'années en arrière, par exemple. L'exemplarité est un sujet à la mode quand on voit la vie politique aujourd'hui. En effet. Est-ce qu'il serait possible, parce que la question nous est posée, de repréciser la différence ou les concordances entre probité et intégrité? Je sais que la question n'est pas simple, mais peut-être que Jean-François peut nous… Oui, j'allais dire peut-être que l'éclairage de Jean-François pourrait être utile. Pour moi, la probité, c'est l'exemplarité dans les fonctions qui sont celles dévolues aux élus, notamment dans l'utilisation des moyens publics qui leur sont dévolus. C'est notamment de ne pas mélanger les moyens publics avec les moyens dédiés à l'activité privée ou le comportement privé, notamment. Donc, je vois plus ça sous cet angle de la bonne utilisation des deniers publics qui sont confiés aux responsables politiques et aux responsables élus. Élus et fonctionnaires. Et les fonctionnaires. Bien sûr. Le mot probité. Bien sûr. La règle s'applique aussi à un certain nombre de fonctionnaires. Complètement. Qui doivent faire d'ailleurs leur propre déclaration. Complètement. Et qui sont visés effectivement par un certain nombre d'obligations. Alors,
quand on parle effectivement de transparence, on est obligé, et c'est presque le pendant, on est obligé d'évoquer finalement une forme de traduction qui est celle de la confiance des citoyens envers les responsables politiques. Alors, pardon, je suis remonté un peu loin dans le temps en citant Jaurès, mais c'est vrai que voilà, lui, il imaginait effectivement la République comme un grand acte de confiance, mais je crois qu'effectivement, pour qu'il y ait cette confiance, ben, il faut qu'il y ait l'exemplarité. Alors, on peut dire aussi que l'inverse marche, si je puis dire, mais ce qui est certain, c'est que l'exigence d'exemplarité des responsables politiques, finalement, eh bien, participe de la qualité du rapport que les citoyens vont entretenir avec leur classe politique, qu'elle soit d'ailleurs locale ou nationale, parce que je pense que la confiance doit être la même et elle doit être significative entre les citoyens et ceux qui les représentent, qu'ils soient au niveau national ou qu'ils soient au niveau local. Je crois qu'une des questions, je regroupe beaucoup de questions qui nous sont posées, c'est qu'à côté du mot confiance, il serait important qu'il y ait le mot réciprocité. C'est-à-dire que les élus aient aussi confiance dans les citoyens, comme les citoyens doivent avoir confiance dans complètement. C'est vrai que la réciprocité, complètement, mais là-dessus, je ne peux qu'y souscrire. Effectivement, ça doit fonctionner dans les deux sens. Et là aussi, j'ai voulu rappeler les propos de l'ancien chef de l'État. Alors, au lendemain de cette affaire Cahuzac, qui évoquait la République exemplaire. Et je rappelle que c'est au lendemain de cette affaire que précisément la haute autorité qu'on évoquait il y a quelques minutes a été constituée. Oui, et c'est vrai que quand on évoque le terme République exemplaire, on est presque sur une tautologie, parce que la République, comment pourrait-elle ne pas être exemplaire? Mais pour autant, le fait est que le chef de l'État, précisément au lendemain de cette triste affaire, ait été quelque part presque dans l'obligation d'y faire mention, était finalement bien la preuve que tel n'était pas forcément le cas, et que donc il fallait rappeler un certain nombre de règles. Alors, oui. Autre fondement. Autre fondement, effectivement, on évoque la transparence. La transparence, c'est aussi une forme de vertu, c'est aussi une forme d'honnêteté, une forme d'honneur. Alors, le triptyque, je l'ai repris là aussi parce que c'est exactement aussi derrière la République exemplaire ce que visait également le chef de l'État en 2013 suite à l'affaire Cahuzac. Et c'est vrai que, alors, cette affaire, encore une fois, elle a, mais sans doute à juste titre, marqué les esprits. Mais comme on l'a vu, elle a été à l'origine vraiment d'une avancée très marquée en termes de réglementation, notamment par rapport à la création de la haute autorité. Ce qui est certain, c'est que les citoyens, bon, pas seulement depuis cette affaire, mais sont extrêmement sensibles et sensibilisés à ces préoccupations-là. Et on pourra revenir notamment sur telle ou telle affaire, mais j'allais dire que comme l'information aujourd'hui circule évidemment, pardon, c'est un euphémisme, extrêmement rapidement et quasi en direct, eh bien c'est vrai que du coup, sur des informations de cette nature, les citoyens sont sans doute beaucoup plus sensibles aujourd'hui sur ces questions de vertu, d'honnêteté, d'honneur, d'exemplarité, c'est ce qu'on a évoqué ensuite, l'exigence d'exemplarité, qu'ils ne l'étaient sans doute initialement et dans les années qui précèdent. J'ai voulu ici aussi replacer quelles sont les personnalités qui sont visées, notamment par le double mécanisme de la déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat, et par la déclaration d'intérêt, il y a bien cette double exigence. Vous avez évidemment les membres du gouvernement, leurs conseillers, les parlementaires, les députés européens, on va dire la plupart des principaux exécutifs locaux et un certain nombre d'agents, fonctionnaires ou non, et les responsables des principales entreprises publiques. Je crois que bon an, mal an, tous ces personnels-là doivent recouvrir à peu près 15 000 personnes concernées par le dispositif dont la haute autorité a la charge de veiller au contrôle des mesures adoptées par le législateur. Alors, les effets de la transparence et puis les objectifs aussi. Alors, en termes d'effets, ce qui est certain, c'est que cette transparence et cette transparence qui s'est accrue, eh bien, elle permet à tout un chacun de pouvoir à la fois avoir une connaissance de la situation patrimoniale de tel ou tel élu. Et d'ailleurs, certains élus, je pense notamment à certains parlementaires en 2014, étaient très hostiles à la mise en œuvre de ces lois. Il y en a qui parlaient d'inquisition parce que précisément, il n'était pas question que leurs électeurs puissent éventuellement aller regarder et consulter quel était l'état du patrimoine de leur élu représentant. Pour autant, maintenant, c'est bien la réalité. Et donc, le fait est que ces déclarations à la fois patrimoniales et les déclarations d'intérêt soient publiques, fait que, encore une fois, le citoyen a la faculté de pouvoir consulter quel est, j'allais dire encore une fois, quels sont les éléments de ces déclarations. On est là véritablement dans une
véritable transparence qui, encore une fois, n'était pas de mise si on remonte il y a quelques années en arrière. S'agissant notamment de la délicate question du conflit d'intérêts, on pourra éventuellement y revenir. On a ici, le législateur a mis en place un répertoire numérique. Alors, certains diront qu'il est extrêmement limité, mais il a au moins déjà le mérite d'exister et de viser un certain nombre, on va dire, d'activités de lobbying, en gros sur le qui fait quoi et qui finance quoi. Et on a vu que, à travers une actualité assez récente, c'est vrai que sur ces questions-là, là encore, l'opinion publique était sans doute extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que quand on a éventuellement un parlementaire, qu'il soit national ou européen, dont on peut dire qu'il est finalement relativement proche de telle ou telle entité, qui pratique par ailleurs un lobbying, finalement, va-t-il voter en fonction des intérêts de cette entité ou en fonction de l'intérêt général? C'est évidemment tout le débat et toute la question qui peut se poser. Il y a un certain nombre de questions qui sont liées à vos propos. Une qui est plus générale, qui est jusqu'où ne pas aller, si je puis dire, notamment sur la question de la vie privée des élus. Que répondre à ce genre? C'est vrai que, et ça rejoint ce qu'on pourra dire, c'est-à-dire, faut-il aller effectivement plus loin? Ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui, en tout cas en termes de transparence, et à travers ce double mécanisme de la déclaration patrimoniale, début-fin de mandat, de la déclaration d'intérêt sur, encore une fois, un grand nombre de responsables publics, on a aujourd'hui une transparence qui est tout à fait effective et qui est majeure. Maintenant, il ne faut pas que cette comment dire, transparence finalement dérive sur autre chose qui pourrait être du voyeurisme et là on entre dans la vie privée. Alors après c'est la question, les responsables publics doivent-ils ou peuvent-ils avoir une vie privée? Enfin voilà, ça nous amène presque à d'autres considérations, mais ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui on a un dispositif qui est très précis et qui est quand même en termes d'effet assez considérable. Ce que je propose c'est que peut-être qu'on passe cette question sondage et qu'on vienne ensuite après sur les limites de la transparence. Complètement. Et on rassemblera les questions après parce que peut-être que vous y répondrez dans vos propos. Alors, question qui vous est posée, vous répondez en cochant une des cases. Selon vous, l'arsenal législatif qui commence à être évoqué par Pierre-Stéphane Rey en matière de transparence est-il suffisant ou doit-il être renforcé? Vous répondez et nous verrons je soumettrai les résultats du sondage à nos deux intervenants. Avec plaisir. Alors, que vous commenciez à évoquer par la question de la vie privée, les limites de la transparence, sur lesquelles il y a évidemment beaucoup de questions. Oui, alors limite effectivement de la transparence. Ce qui est certain encore une fois, c'est que les responsables publics aujourd'hui ont véritablement conscience des obligations qui pèsent sur eux. Et c'est vrai que je pense que le temps est certainement révolu de tel ou tel responsable qui pouvait remplir sa déclaration de patrimoine ou sa déclaration d'intérêt avec, disons-le, il y a quelques dizaines d'années, sans doute un peu de légèreté. Je pense que cette période-là est très clairement révolue. La légèreté n'a encore une fois plus sa place. Maintenant, la question, effectivement, faut-il aller plus loin? Alors, j'ai visé une ONG, mais il y en a évidemment d'autres. On parlait, j'ai visé, je crois aussi tout à l'heure, Anticor. Voilà, il y a évidemment un certain nombre de structures associatives qui souhaiteraient encore aller plus loin, notamment en matière de lobbying, considérant que le fameux répertoire que j'évoquais tout à l'heure, justement, serait trop restrictif, serait insuffisant. Bon, c'est toujours pareil, j'allais dire chaque jour suffit sa peine et il faut voir le point de départ. Le point de départ, c'est qu'on avait, si on se réfère aux premières lois qu'on évoquait tout à l'heure, 88, on avait quasiment, c'était un désert en termes de transparence. Donc finalement, en l'espace de 30 ans, on a quand même eu, et je le disais tout à l'heure, des avancées très significatives en termes d'évolution législative, en termes d'arsenal juridique, en termes d'obligations pesant sur le responsable public. C'est vrai qu'il faudrait peut-être laisser un peu de temps au temps, comme diraient certains, mais surtout laisser peut-être le temps d'un dispositif de faire ou non ses preuves avant de voir s'il convient de le renforcer, de le modifier, de l'amplifier. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a près de 6000 déclarations qui sont reçues par la haute autorité, qui sont contrôlées. Faut-il augmenter les moyens de la haute autorité? C'est une question qui peut se poser. Mais encore une fois, là aussi, regardons d'où l'on vient. La fameuse commission pour la transparence qui était l'entité qui précédait la haute autorité, avait, elle, pour le coup, très peu de moyens, ce qui n'est pas le cas de la haute autorité. Elle a des moyens, encore une fois, très significatifs, y compris des moyens humains. Et donc, il n'est pas, on va dire, aussi évident que cela qu'il faille nécessairement renforcer l'arsenal, on va dire ça comme ça. Alors là, il y a toute une série de questions qui me permettent de vous poser, qui vont être… elles sont tellement nombreuses qu'on va essayer de les rassembler.
quelque chose qui va peut-être être un petit peu long qu'on mettra à la fin, mais je la formule, c'est pouvoir comparer avec des dispositifs en place dans d'autres pays, savoir si d'autres pays vont plus loin ou moins loin est-ce qu'il y en a certains qui sont exemplaires. Je regroupe un peu, des investigations en amont ne garantiraient-elles pas mieux le niveau de probité des représentants, des citoyens? Et en amont, alors, investigation en amont, c'est compliqué parce que c'est vrai que moi, ça me fait penser cette interrogation à ce qui se passe lorsqu'il y a maintenant formation d'un nouveau gouvernement où ça va beaucoup plus lentement qu'avant parce qu'on examine l'affaire Thévenoud a laissé des traces et maintenant on examine dans le menu détail le passé fiscal ou la situation patrimoniale de l'impétrant. Faut-il faire la même chose au niveau local? Enfin, là, il y a, à mon avis, même un défaut de moyens, et puis ça me semble assez irréaliste. Bon, en revanche, pour le coup, j'ai tendance à dire que justement le dispositif mis en place, notamment par rapport aux membres du gouvernement, fait qu'a priori, la fameuse affaire Thévenoud de 2013 ou 2014, je crois, aujourd'hui, en principe, ne pourrait plus se produire. Pourquoi? Parce que précisément, alors c'est vrai que ça demande du temps et du coup, j'allais dire, les mêmes qui reprochent que le gouvernement ne soit pas formé assez vite vont peut-être être les mêmes qui font grief à des affaires de cette nature et à la mise en place de ces mesures. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'affaire Thévenoud telle qu'elle s'est produite en 2013 ne pourrait plus avoir lieu. Pourquoi? Parce que précisément, il y a ce travail d'examen qui est vraiment la situation personnelle du futur ministre ou du futur secrétaire d'État. Il y a quand même de ce point de vue une certaine évolution. Évolution sur ce plan-là. Pour autant, il reste encore sans doute des trous dans la raquette, hein, si on peut dire, mais si on s'en réfère là aussi pour prendre des exemples récents que les gens connaissent bien, la fameuse affaire Delevoye, le haut-commissaire à la retraite, c'est vrai que là, ce qui lui a été fait grief, c'est d'une incomplétude de sa déclaration d'intérêt. Pour autant, ce qu'il avait omis de déclarer relevait pour l'essentiel, sinon pour la totalité, de fonctions qui n'étaient pas des fonctions rémunérées, mais j'allais dire que le mal était fait. À partir du seul moment où il a, entre guillemets, fait l'aveu qu'il avait omis un certain nombre de fonctions, dans l'opinion publique, ça y est, la mèche était allumée et ça ne pouvait que conduire à sa démission. Ce qui répond, sans y répondre d'une certaine manière, aux nombreuses questions qu'on a évidemment qui me concernent de certaine manière plus que vous deux sur les médias et sur l'impact que peut avoir la médiatisation. Les médias servent aussi à d'autres choses aux élus, donc je ne répondrai pas à cette question. Nous ferons une autre webconférence sur le sujet. C'est un autre sujet, à la limite. Où je ne serai pas l'animateur. Une autre question qui vous concerne tous les deux, et peut-être que vous l'évoquerez plus longuement tout à l'heure, Jean-François Lamenu, quid de l'après-carrière des élus? Ne peut-on pas limiter l'évolution des carrières au secteur public ou à des secteurs privés très éloignés des fonctions publiques? Voilà. C'est une vraie question, je ne peux pas y répondre en détail, mais il faut quand même se rendre compte que un élu a beaucoup de mal à retrouver un emploi quand il a terminé son mandat ou qu'il a été battu. Il faut en avoir conscience, simplement parce que la vie d'entreprise est complètement différente. Alors ça, c'est vrai pour le privé, évidemment, c'est pas vrai pour la fonction publique, où là, il retrouve immédiatement son emploi quand il est fonctionnaire. Mais il faut effectivement en avoir conscience. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui peut motiver l'élu à tellement souhaiter renouveler ses mandats, c'est que son avenir professionnel aujourd'hui, il n'y a pas de statut d'élu particulier en France, on le sait bien, et qu'il peut être en grande difficulté personnelle de ce point de vue. Mais j'aurai l'occasion de dire. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Une question très précise, si vous la connaissez, je pense que vous avez la réponse. Vous parliez de M. Cahuzac. Quelle peine lui a été infligée? Alors, Cahuzac, il y a eu une peine en première instance et il y a eu une peine en appel. Sachant que, sauf erreur de ma part, mais ma mémoire peut me faire défaut, il y a une peine de prison ferme qui a été transformée en bracelet électronique. Et je crois que c'est tout à fait récemment que Jérôme Cahuzac a été désormais, depuis quelques semaines, je crois, dispensé du port, précisément pour d'ailleurs reprendre une activité professionnelle par rapport à ce qu'on évoquait à l'instant. Alors, je vous donne les résultats du petit sondage que nous avons fait, puis après je vous laisserai conclure, et il y a encore quelques questions. Selon vous, l'arsenal législatif en matière de transparence est-il suffisant? Doit-il être renforcé? Est-il suffisant? 36%. Doit-il être renforcé? 64%. Ce qui amène votre dernier. Oui, ce qui encore une fois n'est pas très étonnant, même si moi voilà, il n'est pas très étonnant effectivement de constater que finalement cette transparence, alors est-elle
la cause de cette défiance qu'on observe aujourd'hui, c'est pas aussi évident que ça. Ce qui est certain, c'est que, on parlait tout à l'heure de lien de confiance. Aujourd'hui, sans doute pour le coup de manière extrêmement accrue, de manière même parfois violente, on a une actualité toute récente qui précisément illustre, me semble-t-il, une vraie défiance. Alors, des citoyens, évidemment pas de l'ensemble des citoyens, mais en tout cas d'une partie de ceux-ci vis-à-vis de leur classe politique, qu'elle soit locale ou nationale. C'est vrai qu'on ne va pas revenir sur la crise des Gilets jaunes, sur la gestion, pour le coup, qui est complètement actuelle de la crise sanitaire actuelle, sur un certain nombre de faits de violence, je pense à l'égard de certains maires, de certains élus locaux. Alors, pour autant, est-ce que c'est le défaut de transparence qui est à l'origine? À l'évidence, non. Mais du coup, derrière cette notion faut-il ou non renforcer, c'est vrai que les citoyens, sans doute, considèrent que finalement, peut-être que nos responsables, et je dis bien nos au sens large, ne sont peut-être pas encore suffisamment exemplaires pour avoir cette confiance totale, même si je reste persuadé que la défiance aujourd'hui observée, encore une fois, ne trouve pas seulement son fondement dans un prétendu défaut de transparence. Voilà, donc on pourra éventuellement y revenir. Quelques questions plus précises, si je puis dire. Il y a encore beaucoup de questions sur le pouvoir de sanction de la haute commission, mais vous y avez répondu. D'autres questions qui sont plus précises sur un maire peut-il être obligé de démissionner? Alors, le terme est, oui. Alors, très honnêtement, en tout cas sur un plan administratif, pour moi, la réponse est négative, c'est-à-dire que la démission, c'est un acte volontaire. En revanche, après, il peut y avoir l'incitation forte ou la porte contrainte. Qui existe dans tous les univers publics comme privés. Qui existe quoi qu'il en soit. Après, j'allais dire que il y a éventuellement un certain nombre de, on l'a vu, là aussi, dans un passé récent, sauf erreur de ma part, le maire d'une grande ville d'Île-de-France a été incarcéré et dans un premier temps a continué malgré tout d'exercer son mandat d'exécutif local. Alors évidemment, ça ne peut durer qu'un temps parce que on ne voit pas comment, au fond d'une cellule, on peut être à même de gérer. Mais pour autant, on a eu quand même, alors j'ai plus en tête, mais c'était plusieurs mois, me semble-t-il, en tout cas quelques semaines, durant lesquelles l'exécutif local était assuré par un édile qui précisément était incarcéré, ce qui évidemment pose quand même des difficultés. Et à un moment donné, il y a même une impossibilité matérielle. Donc, mais comment dire, l'obligation en tant que telle de démissionner sur un plan administratif n'est pas posée par les textes. Deux autres questions, et puis je passerai la parole à Jean-François. Les biens du conjoint doivent-ils figurer dans la déclaration de patrimoine? Alors, sauf erreur de ma part, il me semble que oui, avec cette précision que on a évidemment des régimes matrimoniaux qui sont différents selon qu'on est en communauté, selon qu'on est en séparation de biens, mais les biens et le patrimoine du conjoint fait partie des déclarations qui doivent être formulées dans la déclaration patrimoniale des élus. Peut-être que Jean-François pourra confirmer. Je confirme absolument que les biens doit figurer, quel que soit le régime, qui doit être précisé. Après, les conséquences ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, ça doit figurer. Absolument, ça doit figurer. Très bien. Et une dernière question, comment, on parlait de protection de la vie privée tout à l'heure, des limites jusqu'où ne pas aller. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont précisément non déclarés dans le respect de cette vie privée? Alors, c'est vrai que là-dessus, j'ai pas de… J'allais dire que c'est vrai qu'à partir du moment où on a une déclaration patrimoniale qui est, j'allais dire, précise et avec un certain nombre d'éléments, c'est vrai qu'à un moment donné, sur tel ou tel élément, on peut être à la limite précisément de la notion même d'intérêt entre guillemets privé, enfin encore une fois, je crois que j'ai utilisé le terme, mais peut-être à mauvaise escient, voyeurisme. Mais c'est vrai que oui, et c'est ce que reprochaient d'ailleurs certains parlementaires en disant, mais moi j'ai souvenir d'un parlementaire qui en 2014, au moment de l'adoption de ces lois, disait mais moi je ne veux pas me déshabiller devant mes électeurs. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, quelque part les règles telles qu'elles sont aujourd'hui, elles ne sont pas loin d'aboutir à ce résultat, même si le terme déshabiller peut-être pas, mais en tout cas il avait été utilisé par tel ou tel parlementaire. Donc ça ne s'est pas fait non plus sans difficulté auprès du Parlement, l'adoption de ces différentes règles. Merci Pierre Stéphane. De toute façon, n'hésitez pas à intervenir à tout moment dans nos échanges. Jean-François Lannuc, on va porter peut-être un regard plus, j'allais dire, plus politique au sens noble du terme sur le sujet, et qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure dans vos propos sur l'intérêt politique d'un élu par rapport à d'autres intérêts.
et au-delà même du contexte juridique. Oui, je crois en effet que le contexte juridique aujourd'hui, alors je suis un petit peu à rebrousse-poil du sondage, mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, sur le plan en tout cas des risques d'enrichissement personnel, les outils juridiques aujourd'hui sont suffisamment précis et exigeants pour qu'on soit à l'abri de ce type de risque. Alors on trouvera toujours une ou deux exceptions, bien entendu. Il y a peut-être d'ailleurs une confusion qui peut apparaître dans les questions. Non pas que cet internaute soit confus, mais cette confusion est générale. C'est vrai. Mais je crois vraiment que, globalement, en tout cas, sur le risque d'enrichissement personnel aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut passer au travers et comment un élu pourrait passer au travers dans l'exercice de ses fonctions, en tout cas, et notamment dans la durée de ses mandats. Je ne vois pas comment il pourrait passer au travers. Je partage complètement cette opinion, notamment à travers la déclaration patrimoniale. Déclaration patrimoniale, déclaration d'intérêt, vraiment, bien, sur l'affaire de Levoix, par exemple, comme vous le disiez, sur l'affaire de Levoix, il ne s'agissait pas d'une question de rémunération, il s'agissait simplement d'une question d'adhésion à des associations qui étaient susceptibles d'engendrer des intérêts. Voilà, donc je crois vraiment que l'arsenal juridique est au point, pour ça en tout cas. En revanche, il l'est moins, mais peut-être aussi parce que ça procède autant du citoyen et de la politique, il l'est moins sur la motivation de l'élu à prendre telle ou telle décision. On peut passer à la slide suivante. Un élu aujourd'hui, très souvent l'élu local en fait profession. C'est comme ça, certes, un maire, ce n'est pas l'exercice d'un métier, c'est l'exercice d'une fonction. Mais aujourd'hui, quand on accède à un mandat de maire, en règle générale d'ailleurs, quand les choses ne se passent pas trop mal, on fait au moins 2 mandats. Voilà, il est globalement assez rare qu'un maire soit battu au terme d'un premier mandat, ça fait 12 ans. Et 12 ans d'exercice de la fonction de maire, objectivement, vous prive, on le disait tout à l'heure, vous prive d'une facilité d'employabilité par la suite. Il n'y a pas de statut d'élu. Hein. Il y a plein de pays voisins qui ont un statut d'élu, nous n'avons pas de statut d'élu, et donc vont inciter le maire, l'homme politique en tant que tel, le président, peu importe, à tout faire pour conserver sa fonction, parce qu'il sait que s'il ne préserve pas sa fonction, il sera en difficulté par la suite. Et puis, l'homme politique, c'est naturellement quelqu'un qui a sans doute le goût de la médiatisation, a le goût du paraître. Et là encore, c'est des choses qui engendrent des frustrations quand on n'est plus sous les soldats. On voit bien, hein, les hommes politiques qui sont battus, tout d'un coup, ils se disent, qu'est-ce qui se passe, bon, c'est des choses qui sont difficiles. Et il y a des tas de motivations, parfaitement légitimes, bien entendu, à vouloir à tout prix renouveler son mandat. Est-ce que ce sont des choses qui changent, en tout cas dans les nouveaux élus qu'il y a pu y avoir aux dernières municipales? Est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont de nouveaux élus très, très, très différents de ceux d'avant? C'est sincèrement plus jeune pour le dire, parce que ce qui rend un élu attaché à sa fonction, en général, c'est le temps qu'il y passe. Oui. Alors, bon, évidemment, quelqu'un. Alors, ce qui me paraît très net. Non, mais exemple, je parle de l'employabilité, c'est-à-dire des personnes qui ont peut-être patrons d'entreprise. Malheureusement, j'ai le sentiment, en tout cas sur les listes qui ont été élues, alors, notamment dans les grandes villes et les métropoles, enfin les grandes villes que je connais mieux, globalement, il est très net que les nouveaux élus sont plutôt des gens qui appartiennent soit à la fonction publique, soit au monde associatif, et très peu au monde privé. Voilà. C'est une chose que l'on voit dans les grandes métropoles, donc ça irait plutôt à l'inverse de ce que nous disions tout à l'heure, de ce que l'on pouvait en effet supposer. Et du coup, cette volonté de réélection parfaitement légitime peut engendrer, hein, en effet, une conduite à faire publique qui est soutenue pas seulement, on va dire, par l'intérêt général, mais peut aussi l'être par intérêt politique. Alors, ce que je dis là, naturellement, un homme politique, un élu est un homme politique, quand il prend une décision, il le fait aussi au regard de l'acceptabilité, même s'il peut être convaincu que tel projet est bon, mais qu'il n'est pas acceptable par le public, il ne le mènera pas, etc. Il faut se rendre compte que aujourd'hui, un élu local, alors a fortiori chez le maire d'ailleurs, il a un pouvoir très considérable. Je pense que c'est une chose qui est mal connue. Oui, objectivement, c'est une chose qui est mal connue. Alors, j'ai fait une petite litanie, incomplète d'ailleurs, si ça avait été possible, ça aurait été encore
plus ennuyeux des pouvoirs du maire, mais si on peut les dérouler rapidement, alors il y a 4 grands blocs en fait. Hein. Il y a des pouvoirs qui sont conférés par le conseil municipal, ce sont les plus importants, et c'est une délibération que l'on prend au début du mandat qui en général passe de façon parfaitement inaperçue. On se dit, bon, c'est des délégations, il n'y a pas de difficulté. En fait, c'est la réalité des pouvoirs du maire par la suite. C'est naturellement les pouvoirs d'exécution des décisions qui sont prises par le conseil municipal, ça c'est normal. C'est des pouvoirs importants qu'il exerce par délégation de l'État. Alors ça c'est vrai pour les maires, ça l'est beaucoup moins pour les présidents d'interco, pour les pouvoirs départementaux. On les a d'ailleurs un peu plus vus pendant la crise du Covid. D'ailleurs, pendant la crise du Covid, on parlait en permanence du couple maire-préfet, bien entendu. Y compris d'élus, pardon, qui avaient été en plus battus ou qui ne se représentaient pas, mais qui pendant 2 mois ont dû assumer. Entre le premier et le second. Et puis les pouvoirs exercés au titre de sa seule fonction, dès lors que l'on est maire, même avant délibération au conseil, on a déjà des pouvoirs significatifs. J'en ai listé quelques-uns qu'on va regarder rapidement parce que l'intérêt c'est quand même aussi de discuter avec les personnes qui nous regardent. Mais vous voyez, la seule gestion d'espace public, le tarif des droits de baril, le tarif de stationnement, la politique de stationnement, tout ça. C'est la décision du maire. Bon, la réaction des empreintes au financement de l'instant prévu par le budget, c'est bien naturel, on peut continuer. Alors, il y en a un certain nombre, tout ce qui touche la liste bien sûr, tout ce qui touche au droit de préemption, tout ce qui touche à l'expropriation, tout ce qui touche à la signature de conventions de participation des constructeurs. Vous savez, à l'occasion de ZAC, les constructeurs participent à des coûts d'équipement, il faut que la commune valide tout ça. L'exercice du droit de priorité. La signature des contrats d'assurance. Signature des contrats d'assurance. En effet. Bon, prise des concessions dans les cimetières, l'acceptation de dons et de legs, l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers, la conservation des propriétés de la commune, naturellement, la gestion des revenus, surveillance des établissements communaux, la comptabilité communale, ça va bien, bon, la portion du budget, ça, je ne reviens pas dessus. La passation des actes de vente, échange, passation, acceptation de dons, log, acquisition, transaction, mais tout ça, c'est des choses qui sont vraiment quasiment de gré à gré, avec lesquelles il peut y avoir des tas d'intérêts divers et variés, qui représentent la commune dans les instances judiciaires. On peut continuer encore et passer à la slide suivante. Alors, au titre de l'État, chargé de l'exécution des lois et règlements. Alors, ça, c'est quand même très important et j'ai envie de rappeler que quand on voit des maires prendre de la distance par rapport à des instructions données par les pouvoirs publics nationaux, incontestablement, on n'est plus dans l'exemplarité. Il y a une différence par rapport à la probité, mais en tout cas, on n'est plus dans l'exemplarité. On peut contester avant, on peut discuter avant de décision à prendre. Une fois que la décision est prise, eh bien, le droit, c'est le droit. Personne ne peut contester le droit et éroder le pouvoir. Faire allusion à ce qui se passe à Marseille en ce moment. Par exemple. L'exécution de mesures de sécurité, de sûreté générale, on l'a vu avec le couple dont on a déjà parlé, maire-préfet pendant la période Covid, la réception des plaintes et dénonciations, procéder à des enquêtes préliminaires en sa qualité d'officier de police judiciaire. Bon, recevoir des déclarations de naissance, du décès, ça fait partie, effectivement, plus la liste électorale et compagnie, ça fait partie des pouvoirs du maire délégués par l'État. Et puis on va terminer par ce qui procède de ces pouvoirs propres pour la gestion du personnel communal. La délivrance des permis de construire, parce qu'on parle tout le temps de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, ça c'est en général les intercos. Mais la délivrance des permis de construire, c'est le maire. Imaginez combien un maire peut être soumis à des pressions diverses et variées quand il s'agit de délivrer, de refuser un permis de construire. La police municipale, encore dans quelques communes, elle a été mise en avant. Enfin, le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publique dans la commune, les politiques de santé publique. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il y a une question qu'on va poser à nos internautes et après, il y a de nombreuses questions qui arrivent, donc je vais vous en poser quelques-unes avant de continuer et de terminer votre propos. Selon vous, la limite du cumul des mandats est-elle un bon outil de transparence de la vie publique? C'est une question d'ailleurs qu'un internaute nous pose, ça tombe bien. Réponse oui ou non. Donc, je vous laisse le temps de répondre et nous soumettrons les résultats du sondage à nos deux intervenants. En dehors de ce sujet du cumul des mandats sur lequel je vous laisserai répondre quand on aura les résultats, il y a beaucoup de remarques ou de questions, si je puis dire, autour de la formation des élus.
Alors elles sont mélangées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait que la formation puisse être un moyen de prendre conscience peut-être d'un certain nombre de choses et d'augmenter la transparence dans les comportements. Et puis un autre qui peut être l'idée aussi peut-être de la préparation à l'après-élu. Voilà. Que dire de cette... C'est pas exactement une question, mais c'est plus une remarque et j'ai envie de vous entendre sur ce sujet-là. Alors, je pense qu'il serait très utile de proposer, voire même d'imposer des formations en début de mandat. C'est pas très simple, parce que l'élu par nature est un sachant, et que quand il est élu, très souvent, il a le sentiment d'avoir une sorte d'action de grâce. Parfois, il y avait 8 saintes à la cathédrale de Reims, que l'on a posé sur le roi, et le roi était roi, et donc il savait tout. Et aujourd'hui, le mandat, quand il est donné, peut donner un peu le même sentiment à l'élu. Mais c'est très important, on le voit quand des nouvelles équipes arrivent, de fait, elles ne connaissent pas l'environnement juridique, elles ne connaissent pas l'environnement humain aussi. Vous avez des tas de gens qui arrivent, on disait le maire, il est par nature le gestionnaire du personnel communal. Oui. Une grande ville aujourd'hui, ça peut être 4 000, 5 000, 7 000, 8 000 salariés. Et puis vous avez des gens qui occupent cette fonction sans avoir jamais fait de management. C'est comme ça, mais simplement parce que leur vie antérieure leur a pas permis de faire du management, qu'ils ne connaissent pas les organisations. Tout ça ne peut pas s'improviser totalement. Donc je crois vraiment qu'il faudrait avoir la sagesse d'imposer en quelque sorte une formation minimale. Une fois élu, il ne s'agit pas de... Je veux dire, ce n'est pas un concours qui permettrait à tel ou tel ou un examen qui permettrait à tel ou tel de se présenter, pas du tout. Mais une fois élu, en tout cas, de pouvoir disposer comme ça de formation. Ensuite, et j'y reviendrai peut-être après, comment dire, l'angoisse, l'inquiétude, l'angoisse de l'élu face à la suite pose un problème dans la manière de conduire l'action publique. Et que de ce point de vue, en effet, il devrait là encore y avoir une obligation de formation à la fin d'un mandat, ne serait-ce que pour une meilleure réemployabilité des personnes qui ont fait la vie. Oui, juste sur la formation, aujourd'hui, on a un double dispositif, c'est-à-dire que les élus ont un droit à la formation, et puis il y a le droit individuel à la formation, qui est autre chose et qui s'inscrit plus dans la logique de éventuellement l'après. Le premier volet concerne précisément finalement la formation j'allais dire à l'environnement qui est celui de la collectivité dans laquelle ils sont nouvellement élus. Et c'est vrai qu'on a des élus qui, notamment si on s'en réfère au dernier renouvellement général 2020, ont pris des nouvelles fonctions d'élus, mais peut-être que pour un certain nombre d'entre eux, émanant de structures associatives ou autres, vraiment ont une et c'est pas du tout une critique, mais un constat, une ignorance du monde des collectivités. Et de ce point de vue-là, peut-être que le dispositif pourrait être de ce point de vue-là amélioré, notamment en début de mandat, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement que les décisions soient planifiées dans la durée du mandat et qu'il y a peut-être un besoin significatif et une nécessité de formation. Ça permettrait d'utiliser des budgets qui sont souvent pas qui ne sont pas utilisés. Je rappelle que c'est 2% normalement des indemnités de fonction versées. Tout à fait. Oui, on peut aussi dire d'ailleurs qu'aujourd'hui, les universités d'été des partis politiques sont pris sur les crédits de formation des élus. Je ne suis pas complètement convaincu qu'il s'agisse vraiment de formation à l'environnement juridique, financier ou à l'intérêt. On est dans le sujet. Mais c'est un vrai sujet, effectivement. Là, il y a une confusion entre le partisan et l'intérêt public général. Absolument. Sur la question du cumul des mandats que nous posions aux internautes, c'était un bon outil de transparence de la vie publique. Oui, ont répondu 80%, non, ont répondu 20%, avec quelques petites remarques qui sont normales. Cumul des mandats, pourquoi pas, mais pas cumul des indemnités. Donc voilà, juste 2 mots par rapport à ce sujet-là. Est-ce que c'est un outil d'amélioration de transparence? Moi, je pense que le législateur a bien fait de poser cette règle d'interdiction de cumul de plusieurs exécutifs locaux. Je ne suis pas convaincu, en revanche, de la pertinence de l'interdiction d'un cumul d'exécutif local avec un mandat de parlementaire. Mais ça pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir en fait avec la transparence, mais pour les mesures qui peuvent être prises justement par le Parlement, qui font qu'on a parfois justement, et on le voit bien, me semble-t-il ces temps-ci, pas suffisamment de recul lorsqu'on n'a pas ou on est loin d'un exécutif local. Voilà. Mais du coup, en revanche, la limitation d'exécutifs locaux me semble plutôt être une bonne mesure. Comment ça? Non, juste brièvement sur ce sujet-là. Il y a cumul entre des fonctions simultanées et il y a cumul de mandats successifs. Ouais. Une autre question, ce n'était pas la question posée. Moi, comme citoyen, et j'ai envie de dire avec mon expérience de collectivité, je suis vraiment pour que
on arrête à 2 mandats successifs les mandats locaux. Voilà. Je pense que les mauvaises habitudes se prennent au terme d'un 2e mandat, avec un 3e mandat ou voire un 4e mandat. Il y a vraiment de mauvaises habitudes qui sont déjà prises et qui sont installées. Mais pour ça, encore faut-il qu'il y ait un véritable statut d'élu et que l'élu soit aisément réemployable. Et de ce point de vue-là, les règles sont totalement silencieuses sur la succession d'un certain nombre de mandats. On est bien d'accord. Pose la question qu'on essaiera d'évoquer avant la fin de la comparaison avec d'autres pays. Une question qui est liée à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le fait que le maire est le patron de l'administration, si je peux dire. Une question qui est de dire pourquoi, si il est patron de l'administration, nomme-t-il un élu délégué à l'administration générale. Mais une autre question qui est complète et qui, d'une certaine manière, va intéresser, à mon avis, beaucoup de nos internautes, c'est que dire à un maire qui décide de ne pas prendre de directeur général, comme c'est le cas de certains, il y a un certain nombre. L'idée, cette question qui est posée, j'imagine ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il devient de fait le patron de l'administration et qu'il n'a plus avec lui, si je puis dire, un directeur général avec lequel il peut réfléchir et qui peut même intervenir, enfin pas intervenir, mais en tout cas donner son avis sur des décisions qui pourraient être décisions dangereuses pour le service public et pour l'élu lui-même. Voilà. Quelques remarques par rapport à ça. Je pense qu'il y a un fantasme chez certains élus qui consiste à dire en effet que, alors c'est vrai dans les grandes villes, dans les petites villes c'est différent, qui consiste à dire finalement la direction générale est une sorte de contre-pouvoir. C'est un outil de régulation qui vient en contrepoint en quelque sorte des décisions du politique. Et il vaut mieux finalement que le maire et les adjoints aient affaire directement à des directeurs. Et puis les directeurs, voilà, quand ils sont en relation directe. C'est un rôle de président, directeur général. C'est exactement ça. Et du coup, leur hiérarchie devient l'adjoint de compétence et le maire. Alors vraiment, comment organise-t-on le travail transversal quand on a comme ça une multiplication de chapelles? Alors, c'est le fantasme des nouvelles équipes. En général, au bout d'un an, on s'aperçoit évidemment que ça ne marche pas. Et s'il y avait les fameuses formations à faire en début de mandat, je pense qu'on n'aurait pas ce type de fautes qui sont faites. En fait, c'est vraiment des fautes de béotiens. Il faut de la transversalité. Vous pouvez décider de mettre en place une ZAC. Très bien, vous allez construire 2000, 3000 logements. Mais si à côté, on ne prévoit pas de faire des écoles, on ne prévoit pas de faire des gymnases, on ne prévoit pas de faire de la voirie, de l'aménagement, naturellement, tous les projets sont transversaux. Et qui assure la transversalité? Voilà, c'est la direction générale, c'est à ça que ça sert. On ne peut pas se passer d'une direction générale. C'est toute la différence précisément entre le politique et l'administratif. C'est vrai que si l'exécutif est bien le chef des services au sens de la loi, j'allais dire au quotidien, ça n'est pas en principe à l'élu d'assurer le fonctionnement extrêmement précis de la maison, et a fortiori lorsqu'on a affaire à de très grandes collectivités avec plusieurs milliers d'agents. Il faut qu'il y ait un responsable administratif, et ce responsable administratif, c'est la fonction du directeur général des services. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il nous reste une grosse dizaine de minutes, c'est que Jean-François, vous terminiez votre propos et qu'on vous pose les dernières questions qu'on va poser. On n'arrivera pas à répondre à toutes les questions et j'en suis désolé, d'où l'intérêt du sujet. Oui, donc pour finir, parce qu'il faut qu'on arrive à trouver quelques solutions pour améliorer les choses, et comment peut-on, en effet, au-delà de ce qui existe aujourd'hui en arsenal juridique sur la question du patrimoine et des revenus des élus, comment peut-on veiller à ce que, en permanence, ce soit l'intérêt général qui soit le prisme principal des décisions qui sont prises? Je n'ai pas de réponse toute faite, mais je crois en effet que un contrôle citoyen sous la forme d'une assemblée citoyenne, par exemple, qui examine des décisions à prendre, me semble une bonne solution. Je ne crois pas trop à un élargissement des pouvoirs d'une Chambre régionale des comptes, parce que les chambres des comptes aujourd'hui ont un avis peuvent qualifier les choses sur un plan juridique et sur un plan financier, mais pas un avis d'opportunité, même si, en général, elles ne se privent pas de le faire. En tout cas, il ne peut pas y avoir de poursuite au-delà sur la question de l'opportunité. Mais je crois qu'il s'agit vraiment d'un contrôle citoyen. Quelques communes
on fait l'expérience d'un déontologue. Mais la question faisait partie de celle posée par les internautes. Ouais. C'est une expérience que je crois intéressante. On l'a vécu à Strasbourg. Il faut naturellement que ce soit une personnalité complètement extérieure. À Strasbourg, d'ailleurs, bon, c'était un professeur de droit qui avait choisi de ne pas être rémunéré. Et pour autant, c'est une fonction qui prenait beaucoup de temps. Et ça a permis de fixer un certain nombre de règles et d'éviter sans doute d'éviter quelques abus. Alors, abus. A-t-il été beaucoup sollicité? Alors, il a été peu sollicité globalement. Lui-même, d'ailleurs, le disant, il y a eu quelques tentatives d'instrumentalisation, c'est vrai. Hein, voilà. Mais il était suffisamment fort pour pouvoir gérer ces tentatives avec doigté. Non, il a été peu sollicité et surtout très peu sollicité par les citoyens, c'est vrai. En revanche, il a fixé des règles dans le cadre d'une charte de déontologie qui sans doute a permis de sensibiliser les élus. Alors sur des choses très simples, alors bien entendu sur des questions d'intérêt et compagnie, d'intérêt, mais après sur des choses très simples, quel cadeau on est en droit d'accepter ou on n'est pas en droit d'accepter, quand on se déplace, jusqu'à quel prix on peut consommer au restaurant ou à l'hôtel, comme ça, mais c'est tout bête, mais c'est aussi ça l'exemplarité. Et de ce point de vue, je crois que ça permet de fixer des règles et sans doute de donner confiance, même si, dans l'expérience strasbourgeoise en tout cas, on ne peut pas dire que les citoyens aient beaucoup sollicité le déontologue. Mais ça a permis de sensibiliser les élus, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, il y a de nombreuses questions variées qui sont liées aux propos qu'on a pu avoir. Il y en a beaucoup. On va être bref sur le sujet parce que je pense que ça mérite une nouvelle conférence en tant que telle. Quels sont les pouvoirs qu'a un maire sur son DGS? Donc, le DGS est par nature en emploi fonctionnel. Voilà. Il choisit son DGS. Il peut choisir son DGS. Le lien de confiance sur le contrôle de Jean-François étant évidemment un élément essentiel. Absolument. Et la précarité étant existante. Plus technique, où en sommes-nous par rapport aux compétences du maire face au partenariat public-privé dans le développement économique? Est-ce que ça fait partie du sujet ou c'est une inquiétude peut-être par rapport au PPP? Alors, pour le coup, alors vous savez que bon, par définition le PPP c'est une procédure qui, comme son nom l'indique, effectivement, j'allais dire combine, si je puis dire, si on peut dire ça comme ça, intérêt public et intérêt privé. Après sur la question de la nature des pouvoirs du maire, je suis pas convaincu là-dessus qu'il y ait entre guillemets, matière à débat précis sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que mais derrière cette question, il y a finalement quelque part toute la question de ce qu'on appelait d'ailleurs, c'est un terme très ancien, de l'économie mixte qui est posée. Par exemple, la question des SEM, de la même manière. C'est toujours là on navigue. Pourquoi? Parce que la SEM, par définition, comme la SPL, mais avec un capital qui est entièrement public, mais on est à mi-chemin entre les intérêts publics et les intérêts privés. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions. Et donc, c'est comment on combine. Et de ce point de vue-là, le législateur, c'est vrai que parfois, il tâtonne un peu à travers effectivement un régime qui évolue au niveau des SEM, la SPL aussi, mais on sait que la SPL n'est pas soumise aux règles de droit commun de la commande publique. À l'inverse, les SEM le sont. Enfin voilà. Et là, effectivement, on est dans cette zone, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler grise ou autre, mais où précisément il faut combiner, et ce qui n'est pas simple, intérêt public et intérêt privé. Et on voit bien que la chose est complexe. Pourquoi? Parce que si on tire d'un côté, on peut mettre à mal l'autre. Et là, c'est vraiment les deux faces de la médaille qu'il faut combiner avec beaucoup de doigté. Je pense qu'aujourd'hui, on a un dispositif de ce point de vue-là qui est plutôt pertinent. Même si, encore une fois, c'était la question qu'on posait, on pourrait y revenir, il est sans doute perfectible, mais j'allais dire, cette zone, encore une fois, où se mêlent intérêt public et intérêt privé, à travers ces différents outils, me semble plutôt pertinent en termes de mesures aujourd'hui effectives. Sur ce point? Alors, je pense que les SEM comme les SPL restent des outils au service du public, du secteur public, bien que société commerciale. Mais c'est ce qui permet aussi, on va dire les choses, c'est que l'environnement juridique est tel que aujourd'hui, pour une collectivité, être elle-même maître d'ouvrage, le cas échéant maître d'œuvre de très grands chantiers, c'est une complexité qui est une complexité épouvantable. Donc, il y a des outils qui existent, c'est le cas des SPL et des SEM, et qui sont faits pour simplifier, faciliter les choses, grosso modo sur un grand projet, si on peut considérer qu'en maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage locale, par la collectivité elle-même, on va mettre, au mieux 5 à 6 années, en passant par une SEM ou une SPL, on pourra mettre 3 à 4 années au mieux. Voilà.
voilà, c'est une simplification des choses qui sans doute est nécessaire. Le déontologue de Strasbourg était très vigilant sur les élus qui étaient membres de SEM et de SPL et demandait systématiquement qu'ils se déportent lorsqu'il y avait une délibération qui permettait d'octroyer peu importe, un projet à telle ou telle société. Voilà, c'était une des choses qui avait été effectivement fléchée, on va dire, par le déontologue. Alors, je voudrais qu'on revienne à cette question qui nous a été posée d'ailleurs à plusieurs reprises sur les autres pays, les autres démocraties européennes, celles qu'on connaît le mieux peut-être. Est-ce que, à votre connaissance, la transparence est un sujet d'abord et j'imagine, en tout cas, est-ce qu'il est traité? Est-ce qu'il est traité d'une manière différente, d'une manière plus exigeante ou moins? Alors, n'étant pas spécialiste de droit comparé, mais oui. quelques éléments de réponse néanmoins. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, nous, une tradition, notamment en matière de financement des activités politiques, qui n'est pas du tout celle qu'on peut rencontrer dans les pays nordiques, par exemple. Quand on parle de transparence, on parle aussi de moyens, de train de vie des élus. Et c'est vrai qu'on a eu certaines affaires du côté de la Suède, me semble-t-il, où tel ou tel ministre a dû présenter sa démission pour avoir quasiment mis sur les comptes de son activité, j'allais dire, un repas ou même une barre chocolatée. Enfin, non, mais un élément qui, par définition, est totalement mineur. Pourquoi? Parce que le rapport n'est pas du tout le même. Et pour le coup, dans les pays du Nord, la transparence est quasi maximale. Et j'ai presque tendance à dire, alors c'est un avis personnel, qu'elle est sans doute trop mise en exergue. En tout cas, ça ne pourrait pas fonctionner chez nous. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, parce que derrière cette question, c'est finalement comment font les autres, mais est-ce que notre système il est pertinent? C'est pour ça qu'il est utile de le comparer avec d'autres. Je pense qu'on a, nous, parce qu'encore une fois, il faut regarder le point de départ. Le point de départ, il y a 30 ans, on n'avait pas de règles. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a, et les propos, me semble-t-il, du jour l'ont attesté, on a un système qui est plutôt pertinent. En revanche, faut-il aller plus loin dans la transparence, notamment à l'instar de ce qu'ont fait certains pays du Nord? Moi, j'en suis pas convaincu et je pense que c'est pas notre tradition. Alors, c'est pas parce que c'est pas notre tradition qu'il faut pas faire évoluer le système, mais je pense que c'est vrai que le rapport à l'argent entre effectivement le politique et l'argent a toujours été une question quand même extrêmement sensible. Et là, j'en veux pour preuve un certain nombre d'affaires. Et du coup, je pense que même vis-à-vis du citoyen, le sentiment n'est pas le même. Et je pense qu'à vouloir être trop transparent, quelque part, on met peut-être aussi à mal la fonction politique, qu'elle soit locale ou nationale. Donc, moi, je reste persuadé que ce qu'on voit dans certains pays, notamment du côté de l'Europe du Nord, de toute manière, me semble-t-il, ne pourrait pas être transposé chez nous, en termes de transparence et d'exigence de transparence. Jean-François, sur ce sujet, qui sera nos derniers propos? Non, je crois que si on regarde l'Allemagne, à contrario, où il y a une très forte exigence de transparence, mais en revanche, il y a un statut de l'élu. Oui, et il y a un statut d'élu. Ça va avec. Bien sûr, ça va avec. Il y a un statut d'élu. Il y a une rémunération d'élu d'ailleurs qui est de grosso modo à la hauteur de la responsabilité, ce qui objectivement n'est pas le cas en France. Et donc, le rapport à l'argent de ce point de vue est beaucoup plus simple. Quelqu'un qui est maire en Allemagne, c'est une activité professionnelle, en effet. Quand il a fait ses 2 mandats successifs, puisqu'il peut en faire davantage, il est réintégré dans la vie professionnelle et il n'a pas quitté le statut de travailleur en quelque sorte. Et quand on a un statut de l'élu comme ça, digne de ce nom, on va dire. Digne de ce nom. Pour information, la ville voisine de Strasbourg s'appelle Kehl, de l'autre côté du Rhin, c'est une ville qui fait 30 000 habitants. Le maire de Kehl est bien mieux payé que le maire de Strasbourg, voilà, qui fait 280 000 habitants. Et je pense que la transparence, il y a des droits et des devoirs, et que la transparence, pour aller au bout de la transparence, il faut aussi qu'il y ait un statut d'élu. Il faut aussi se mettre à la place de gens qui n'ont pas d'avenir professionnel assuré, qui n'ont pas de chômage quand ils sont battus, qui n'ont pas, voilà. Et tout ça suscite des craintes qui sont parfaitement légitimes. Je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans la transparence si en face, on n'a pas un statut d'élu. Je pense que d'ailleurs, juste un mot, c'est une vraie carence aujourd'hui parce que le législateur court derrière cet élément-là. On nous dit toujours les élus ont une fonction et non pas une activité professionnelle. Oui, sauf qu'à un moment donné, à un certain niveau, j'allais dire, et Jean-François vient de l'exprimer, on est au-delà de la seule fonction et on est dans le véritable exercice d'une activité. Sauf qu'on ne s'en est pas jamais donné les moyens. Et ça, c'est une vraie difficulté, notamment pour l'après. Merci d'avoir répondu à une question que je n'avais pas eu le temps de vous poser. Alors, je voulais vous signaler 3 webconférences qui vont venir dans les jours et les semaines qui viennent. La première
et le 8 octobre sur l'achat public face aux défis de l'économie circulaire. La suivante est sur la mobilité, changer de poste dans la fonction publique, les possibilités versus la réalité. Et une dernière sur l'action sociale, partenaire de la relance. Si vous souhaitez vous inscrire à ces webconférences, vous cliquez et vous serez d'office inscrit et recevrez un mail de la part des éditions VECA confirmant votre inscription. Je voulais vous remercier tous les deux pour la richesse de vos propos et la générosité des échanges. Je voulais remercier bien entendu SMAC Assurance qui nous a permis de réaliser cette webconférence fort intéressante. Si jamais vous avez d'autres questions, peut-être plus techniques, etc., n'hésitez pas à les poser à VECA, qui, par sa ligne expert, pourra vous répondre. Et puis, j'espère vous retrouver dans une prochaine webconférence. Merci infiniment à vous deux. Merci à vous. Merci.